pour une dignité respectée. Bienvenue donc dans ce podcast pour une dignité respectée. C'est une campagne de sensibilisation, d'information et de valorisation à l'attention donc des femmes qui subissent bien donc des violences de leurs partenaires intimes. Nous rappelons bien que cette campagne pour une dignité respectée, c'est le regard croisé de femmes provenant de cultures et d'horizons différents, engagées et militants pour les femmes, et bien aujourd'hui qui sont aujourd'hui donc dans ce temps difficile. Nous avons aujourd'hui le privilège donc d'avoir sur notre plateau Madame Anne-Nathalie Jean-Charles, qui est présidente de Transit Secours Québec, et elle nous accordera pendant quelques minutes et bien donc son retour d'expérience sur le sujet, mais également je reste persuadé qu'elle apportera aussi et bien donc ce message d'espérance, ce message de valorisation donc à l'égard donc des femmes qui subissent du moins aujourd'hui donc les violences de partenaires intimes. Bonjour Madame Anne-Nathalie Jean-Charles et merci d'avoir répondu donc à notre invitation. Bonjour. Soyez donc la bienvenue. Donc, est-ce que vous pouvez juste vous présenter et présenter également donc vos responsabilités au sein donc de Transit Secours Québec? Oui, bien sûr. Donc, je suis, comme vous l'avez mentionné, Anne-Nathalie Jean-Charles. Je suis présidente de l'organisme Transit Secours Québec. Donc, nous offrons des services de déménagement et d'entreposage aux survivantes de violences basées sur le genre ou entre partenaires intimes. Ces services couvrent l'ensemble de la grande région de Montréal. Très bien, très bien. Cet organisme existe depuis combien d'années sur le territoire? En fait, l'organisme existe dans la grande région de Montréal depuis 2020. Le service en tant que tel existe au Canada depuis 2016. Donc, c'est l'organisme Shelter Movers Transit Secours. Et depuis le mois d'octobre 2025, nous avons incorporé l'organisme sous la loi québécoise. Donc, maintenant, nous avons une structure complètement québécoise et ça nous permet finalement de diversifier, en fait, d'étendre nos services sur toute la province sous une structure législative québécoise. Nous aurons l'occasion bien sûr de revenir sur les différentes missions donc de Transit Secours Québec de manière à mieux s'en imprégner. Mais en attendant, compte tenu donc de notre thématique pour une dignité respectée, nous aurions bien voulu avoir votre regard, votre ressenti. Qu'évoque pour vous bien donc ce thème de cette campagne donc pour cette année pour une dignité respectée? Comment réagissez-vous donc à cette thématique? Donc oui, par rapport au thème la dignité respectée, je crois profondément qu'il est important en fait de respecter la dignité des êtres humains, quel que soit leur genre, qu'ils soient hommes, femmes ou autres, qu'ils soient d'ethnies différentes ou de religions différentes. Nous sommes tous des êtres humains, donc c'est important de les respecter en tant que tels et de prendre le temps de se voir en fait dans l'autre et en se voyant en l'autre finalement de se dire qu'il y a certaines choses qui ne se font pas et qui ne devraient pas se faire quoi. Oui, effectivement, c'est l'occasion de rappeler que tout être humain est un être humain et j'apprécie cette formule-là, pouvoir se voir donc dans l'autre, ce qui ramène donc à cette règle d'or, que je fasse ce que je voudrais qu'on me fasse également. Nous voulons, au travers donc de ce programme, de manière intentionnelle, adresser donc un message d'espérance, un message et bien donc de réconfort et de valorisation aux personnes qui sont donc victimes de partenaires intimes. Pouvons-nous entendre le cœur d'Anne-Nathalie parler justement et bien donc au cœur de ces personnes? Pour une dignité respectée. Oui, en fait, j'ai un message adressé à ces femmes principalement parce qu'on parle quand même de 87% des violences entre partenaires intimes qui sont faites à l'encontre de femmes ou de filles. Donc, j'aimerais adresser un message particulièrement à ces personnes. Donc, j'aimerais en fait commencer par reconnaître la force et le courage immense qu'il vous a fallu pour survivre, pour vous protéger, puis pour entamer un nouveau chemin loin de la violence. Chaque pas que vous faites vers la guérison est une victoire, non seulement pour vous, mais pour toutes les personnes qui croient en un monde sans violence. Votre expérience, elle est réelle et elle est valide. Donc, la violence
entre partenaires intimes prend de multiples formes. On parle de psychologique, verbal, physique, sexuel, économique, tout ça perpétré dans un contexte de coercition. Et chacune de ces formes de violence laisse des cicatrices. Donc, sachez que vous n'êtes pas responsable de la violence que vous avez subie. La seule personne responsable, c'est l'abuseur, l'agresseur. Vous n'êtes pas seul. Des organismes comme Transit Secours Québec et des ressources à travers le Québec, donc je parle du territoire que je desserre, sont là pour vous. Nous sommes des phares dans la tempête, offrant écoute, soutien, hébergement, sécurité et un accompagnement dans chacune de vos démarches. On est là pour vous offrir de l'aide et cette aide, vous la méritez. Donc, il y a de l'espoir pour l'avenir, j'y crois vraiment. La fin d'une relation violente, c'est pas la fin de votre histoire, c'est juste le début de votre reconstruction. Donc, c'est le moment pour vous de vous réapproprier votre vie, votre identité et votre liberté. Merci à Nathalie pour ce cœur à cœur, très émouvant, très touchant. Et je pense que le message a été reçu 5 sur 5. C'est l'occasion pour nous de cheminer donc avec Nathalie dans sa mission au quotidien. Quels sont les défis auxquels vous devez faire face au sein donc de Transit Secours Québec? En fait, cette année particulièrement par rapport au contexte sociopolitique, géopolitique nord-américain, je pourrais dire, on a eu beaucoup plus de difficultés à amasser des fonds pour pouvoir couvrir nos frais d'opération. Donc, on a dû mettre à pied une grande partie de l'équipe de la faction montréalaise de notre structure. Ce qui a nui principalement aux survivants puisque nous n'étions plus, en fait, nous ne sommes plus en mesure de servir la nouvelle clientèle. Et donc, depuis le mois d'octobre, nous avons dû, comme je l'ai mentionné au début, créer une structure québécoise afin principalement de chercher plus de financement auprès des gouvernements provinciaux et d'être en mesure de mieux desservir la population sur le territoire du Québec. Très bien. Donc cette structure, cet organisme est composé de combien donc de bénévoles, de volontaires, de salariés aussi? C'est une équipe de combien de personnes qui est engagée sur les terrains? Donc en termes d'équipe, on parle presque d'une demi-douzaine un peu plus quand même, 8 à 10 employés, donc des personnes rémunérées. Puis en termes de bénévoles, on parle d'une centaine de bénévoles, donc des bénévoles de différents acabits. Donc on parle des ménageurs, des ménageuses, conducteurs, conductrices. On parle de soutien administratif aussi au niveau financier, au niveau du marketing, au niveau de la logistique des déménagements. Donc tout ça, c'est possible par rapport à l'implication des gens de la communauté civile qui s'impliquent auprès de l'organisme pour pouvoir venir en aide aux survivantes. Pour une dignité respectée. Est-ce qu'il est possible d'avoir une photographie donc du public qui est au bénéfice justement donc des actions de Transit Secours Québec? Est-ce que c'est plus de femmes, plus d'hommes? Est-ce qu'il y a une classe sociale particulière? Quelle est la photographie des bénéficiaires? Ben en fait, nos clientes sont principalement, ce sont principalement des clientes, oui. En fait, à Montréal, de ce que je sache, on a uniquement desservi une clientèle féminine ou qui se dit femme. Donc, ce sont principalement des femmes âgées de 18 à 29 ans. Nous avons aussi des personnes âgées, donc de plus de 50 ans, qui aussi peuvent se servir de nos services, en fait, pour leur déménagement et pour l'entreposage de leurs biens lorsqu'elles sont dans un contexte de violence. Mais principalement, ce sont de jeunes femmes, de jeunes mères qui ont en moyenne 2 enfants de moins de 8 ans. Donc, c'est le portrait que l'on fait de notre clientèle en général.
Très bien, très bien. Comment expliquez-vous, cette montée de la violence, puisque en préparant donc ce podcast, je crois que les chiffres ont été multipliés par 2 sur le territoire donc du Québec. Cette montée donc de violence, et va même avec les différentes déclinaisons, agressions sexuelles, également les violences aussi que subissent les femmes migrantes. Comment vous expliquez, ou quels sont les facteurs qui expliqueraient cette montée donc de cette violence? Mais en fait, il y a plusieurs facteurs qui l'expliquent. On vit un contexte mondial particulier, surtout depuis la pandémie. Donc, on sait en général, les études démontrent que qu'en période de crise, que ce soit des crises politiques ou des crises sociales ou même des crises économiques, généralement, il y a une montée de la violence dans la société. Et les femmes et les enfants, en fait, les personnes vulnérables sont les premières personnes qui subissent ces violences. Donc, évidemment, pendant la pandémie, on a eu vent de plusieurs des histoires horribles autour de personnes qui étaient isolées et qui ont subi les affres de violence entre partenaires intimes. Hormis ça, on sait aussi que avec ce qui se passe au sud de notre frontière aux États-Unis, il y a la montée de la droite, de l'extrême droite aussi. Donc, avec cette montée de l'extrême droite, il y a plus de violence, plus de radicalisme et plus d'actes contre la dignité des femmes et des enfants en général. Donc, selon mon analyse, ce sont les principaux facteurs qui expliquent le phénomène grandissant de violence entre partenaires intimes. Alors nous rappelons bien sûr que cette campagne est une campagne qui dépasse les frontières et les latitudes. Et aujourd'hui, nous avons donc le privilège d'avoir un regard croisé donc des actions qui sont donc menées ici donc sur le territoire donc du Québec en faveur donc des personnes qui subissent donc des violences de partenaires donc intimes, puisque là on est dans un élément de langage qui est propre au Québec. Nous aurons l'occasion donc d'y revenir dans quelques instants sur le langage et la culture ici même donc au Québec. Mais juste avant, est-ce que nous pourrions voir quelles sont donc les retombées, toutes ces implications auprès donc de ces personnes, cela débouche vers quelle nouvelle vie, vers quelle nouvelle perspective, quels sont les témoignages et les retours d'expérience que vous avez donc de la part, comme vous le dites, de cette clientèle. Nous rappelons ici la notion de clientèle, c'est ici donc des bénéficiaires donc du Transit Secours Québec. Voilà. Quelles sont donc les retombées que vous avez déjà pu glaner auprès donc des bénéficiaires? Pour une dignité respectée. En fait, notre service est particulier parce qu'il répond à un besoin central au niveau de la protection des femmes et des enfants. Donc, c'est sûr que lorsqu'on parle de violence entre partenaires intimes, ce sont souvent des personnes qui vivent sous le même toit, quoique ce soit pas que, mais souvent c'est ce qui arrive. Et il y a un contexte économique aussi qui est attaché au fait de vivre sous le même toit que son agresseur, que son abuseur. Donc, on répond à un besoin financier de pouvoir quitter la situation dans laquelle on vit pour pouvoir reconstruire sa vie. Et reconstruire sa vie, ça implique aussi justement de pouvoir avoir les moyens de se racheter du mobilier, de pouvoir se déplacer, de pouvoir trouver un autre logement. Et tout ça, ça rentre encore dans un contexte inflationniste et un contexte où les loyers coûtent de plus en plus cher et où il y a de plus en plus de difficultés à trouver des logements abordables et vides. Parce que la plupart des logements sont occupés, ils coûtent extrêmement cher, pas que dans les grands centres urbains, mais dans tout le territoire présentement. Donc c'est un contexte unique parce qu'on n'avait pas vu ça auparavant. Donc le fait de pouvoir obtenir des services de transit secours pour pouvoir se déplacer déjà vers un milieu plus sécuritaire, ça enlève un obstacle par rapport à la pression économique de ces personnes qui souhaitent quitter.
Et aussi, ça leur permet de pouvoir conserver leurs biens parce que, en règle générale, lorsqu'elles doivent quitter pour un hébergement, pour un refuge, on leur demande de partir avec le minimum d'effets personnels. Ce qui représente généralement un sac de poubelle. Parfois, lorsqu'elles ont des enfants, on leur permet de partir avec 2 sacs de poubelle remplis. Donc, on parle des gros sacs de poubelle. Mais ça ne prend pas en compte tout ce qu'elles auront à se reprocurer, se procurer à nouveau en termes de mobilier, en termes d'électroménager, en termes de souvenirs, d'effets personnels, de vêtements, etc., etc. Donc, c'est sûr que le fait de pouvoir se dire que je peux partir en ne me souciant pas de l'effet de devoir l'effet financier de devoir me procurer à nouveau tout ce que j'ai accumulé dans ma vie. Ça, c'est un incitatif pour ces personnes de pouvoir partir. Et c'est les témoignages principaux qu'on a de notre clientèle, des bénéficiaires, par rapport à nos services. Et nous savons aussi, par rapport aux études qu'on a effectuées, que ça prend généralement jusqu'à 7 tentatives pour une survivante de quitter réellement un partenaire abusif. Donc, avec nos services, généralement, le nombre de fois nécessaire pour quitter un partenaire abusif est réduit drastiquement parce qu'il y a plus ce lien pécunier entre l'abuseur et la survivante qui la force en fait c'est une coercition finalement de moins, un pouvoir de moins que l'abuseur a sur elle de la maintenir dans une situation économique qui la pousse finalement à rester dans un milieu dangereux pour sa vie finalement. Donc un accompagnement au niveau de la logistique, un accompagnement certainement au niveau de l'administration. Est-ce qu'il y a aussi un accompagnement en termes donc de réinsertion, de nouvelles projections pour la vie? En fait, nos services se spécialisent principalement au niveau de la logistique, au niveau du déménagement, de l'entreposage et aussi au niveau de la sécurité. Lorsqu'on prend en charge notre clientèle, on s'assure en fait que les dispositifs soient mis en place pour qu'elle soit en sécurité lors de son déménagement, parce qu'on sait aussi que le moment de quitter, de déménager, c'est le moment le plus dangereux pour la personne qui souhaite partir, parce que généralement l'abuseur est beaucoup plus nerveux, beaucoup plus anxieux, parce qu'il sent qu'il est en train de perdre pied, qu'il est en train de perdre le niveau de contrôle dans la relation. Et donc, il y a beaucoup plus d'agression envers ces personnes lors du déménagement ou lors de la perspective de quitter, de se séparer, etc. Et donc, nous, on assure en fait une certaine sécurité qui entoure la logistique, que ce soit avant, pendant et un peu après aussi. Mais cet accompagnement, est-ce qu'il y a une durée moyenne? Est-ce que c'est pour 3 mois, 6 mois, ou est-ce que c'est jusqu'à ce que la personne devienne autonome? Pour une dignité respectée. En fait, on accompagne la personne au niveau de sa transition, au niveau de son déplacement, jusqu'à ce qu'elle soit autonome, donc jusqu'à ce qu'elle arrive dans son domicile permanent. Tout au long de cette interview, donc des termes bien spécifiques au Québec ont été utilisés. Alors clientèle, nous avons compris que ce sont des bénéficiaires, mais il a été fait mention des survivantes. Est-ce qu'il serait possible d'apporter un éclaircissement et d'expliquer ces éléments de langage qui sont bien spécifiques donc à ce territoire et certainement qui enrichiront aussi d'autres au travers donc de ce podcast? Oui, bien sûr. Donc, au Québec et particulièrement dans l'univers, dans le secteur des luttes basées sur le genre et le secteur féministe, on va privilégier le terme survivante au terme victime, tout simplement par dignité et aussi pour bien faire comprendre qu'une personne qui subit des violences doit survivre au jour le jour à ces violences-là et que qu'elle pourrait ça pourrait être fatal finalement. Elle pourrait décéder
de ces violences. Donc, c'est dans cette optique-là aussi, puis dans une optique de redonner de la valeur à ces personnes qui subissent à tous les jours des violences diverses, que ce soit sexuelles, physiques, psychologiques, économiques, etc., et qu'elles doivent passer au travers, qu'elles doivent trouver le moyen, les ressources internes pour pouvoir survivre à toutes ces violences. Ça leur donne, ça les valorise en fait dans leur vécu, dans leur expérience, puis ça leur fait voir finalement qu'elles sont beaucoup plus fortes qu'elles le pensent et qu'elles ont la possibilité de pouvoir passer à autre chose, de pouvoir quitter avec toute dignité et reconstruire leur vie, parce que tous les jours, elles démontrent cette volonté, cette capacité à vivre, à survivre à leurs conditions. Pour une dignité respectée. Nous rappelons donc qu'on parle plus de survivantes, donc dans un véritable élan d'espoir, un message pour booster et donner de nouvelles perspectives. Comme aussi, le terme violence conjugale n'est pas utilisé au Québec, mais vous parlez de violence entre partenaires intimes, c'est bien ça? Et en fait, oui, le terme est utilisé quand même au Québec. On entend aussi parfois le terme violence domestique, mais ce sont des termes un peu, ben en fait, domestique, oui, c'est quand même assez vieux. Donc, on utilise presque plus ce terme en général, mais dans certains milieux, on va encore les entendre. On privilégie en fait dans le secteur de lutte contre les violences faites aux femmes le terme de violence entre partenaires intimes, tout simplement pour inclure également les femmes et les filles qui subissent des violences avec leurs partenaires soit de vie ou leurs compagnons amoureux avec qui elles ne vivent pas nécessairement, avec qui elles n'ont pas de rapport de statut marital ou légal. Donc, c'est aussi pour inclure ces personnes-là, pour reconnaître que ce type de violence dépasse le cadre de mari et femme, dépasse le cadre de conjoint de fait, mais que ça implique aussi parfois des adolescentes qui sont en couple avec des garçons qui sont abusifs. Important également donc de le rappeler, hein, ce n'est pas juste une tranche d'âge bien précise, ni un statut particulier, puisque la violence n'a pas donc de frontières malheureusement. En parlant donc de violence, le 25 novembre, c'est la journée internationale contre les violences faites aux femmes. Mais il se trouve que sur le territoire donc du Québec, vous allez au-delà donc du 25 novembre, puisqu'on parle même de 12 jours d'activisme. Pour une dignité respectée. Oui, donc c'est les 12 jours d'activisme, en fait, les 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes au Québec. Et au Canada, ce sont les 16 jours d'activisme contre les violences qui se collent beaucoup plus à ce que fait l'ONU en termes de campagne de sensibilisation. Et donc, pendant ces 12 jours au Québec qui commencent le 25 à la Journée internationale et qui se termine le 6 décembre pour souligner les massacres de Polytechnique le 6 décembre 1989. Donc, on va avoir différentes activités de sensibilisation, des activités militantes aussi pour mettre de l'avant les conditions qui favorisent malheureusement les violences basées sur le genre, les violences qui sont faites aux femmes. Donc, c'est une période pour nous de mettre de l'avant les besoins dans le secteur, dans les milieux, donc que ce soit pour favoriser les lois qui protègent les femmes et les filles, mais aussi toute autre disposition qui peuvent être prises par les acteurs décisionnaires du gouvernement et de la société pour pouvoir favoriser la sécurité de ces personnes. Nous approchons donc de la fin. Juste avant que nous puissions mettre un terme, cette fois-ci, nous donnons la possibilité à Nathalie de pouvoir bien donc s'adresser d'une manière particulière aux femmes du monde, qu'elles soient bien donc en pleine épreuve de violence ou pas. Je pense qu'il est important qu'une femme puisse parler aux femmes et exprimer le fond de son cœur. Oui, donc je vais reprendre un peu ce que j'ai mentionné au début. Donc, je pense qu'il y a quand même de l'espoir. Il faut pas perdre espoir pour l'avenir.
La fin d'une relation violente, ce n'est pas la fin de l'histoire d'une femme ni des femmes. C'est juste le début pour se reconstruire et nous pouvons nous reconstruire collectivement ensemble. C'est sûr que c'est un chemin qui est long, qui demande du temps, qui demande de la bienveillance envers nous-mêmes en tant que femmes. On vit dans des sociétés où on demande beaucoup aux femmes, beaucoup et n'importe quoi, et c'est une des raisons pour laquelle il faut faire preuve de bienveillance envers nous-mêmes et d'avoir des moments de grâce en fait envers nos difficultés, ce qu'on peut considérer comme étant des manquements ou nos limitations, si on peut dire ça. Donc, mais sauf que je crois que il y a un chemin qui est possible ensemble et qu'on peut ensemble arriver à un avenir qui soit plus prometteur pour nous toutes. Donc, continuons de briser le silence déjà, de parler de ce que nous subissons, de ces violences. Il faut arrêter de se taire et vraiment ouvrir la parole, donner voix à ces personnes vulnérables qui subissent parfois des choses quand même assez horribles. Continuons de nous battre pour que chaque femme et chaque enfant puisse vivre en toute sécurité et en dignité finalement. Un grand merci pour ce message bienveillant, empreint donc de grâce et qui communique donc de l'espérance donc aux femmes. Merci à Nathalie Jean-Charles, présidente donc de Transit Secours Québec, d'avoir été notre invitée dans ce programme, dans ce podcast pour une dignité respectée. Merci, au revoir. Au revoir. Pour une dignité respectée.